minute. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. Liftoff. Major Keyhole, as author of the book Flying Saucers Are Real. I thought, well, maybe something's wrong with my eyes. Ça reflétait la lumière, c'était vraiment énorme. Il y avait quelque chose qui n'était pas logique. We have not been hiding anything. Dans ce dossier, je doute de tout. C'est comme s'il venait nous voir. L'inexpliqué est toujours là. Depuis 70 ans, on signale partout sur notre planète des lueurs étranges dans le ciel. Dans les années 40, on les appelait soucoupes volantes. Aujourd'hui, les soucoupes sont devenues des ovnis, des objets volants non identifiés. Prototypes secrets, méprises, phénomènes météorologiques inexplicables ou encore visiteurs venus d'ailleurs, préparez-vous à vivre un voyage surprenant dans un monde inconnu. Entre mystère et secret, la fascinante histoire des ovnis. Une série réalisée par Frankistas et Bawandine. Les autorités de la force aérienne ont estimé qu'il n'y avait rien de ridicule dans le fait que des milliers de gens aient observé certains phénomènes. Il n'était donc pas ridicule non plus de tenter de découvrir la cause de ces observations et l'origine des phénomènes. 3e épisode, l'anomalie belge. Avec dans les rôles principaux, Lucien Clerbeau, fondateur de la SOBEPS, la Société belge d'études des phénomènes spatiaux. Ça démarre brutalement, ça a été une avalanche de cas. Michel Bougard, président de la SOBEPS. Il y a toujours un léger décalage entre la technologie qui nous est montrée par les ovnis et la technologie terrestre de l'époque. Et Patrick Ferrin, cofondateur de la SOBEPS. Notre association n'a pas de réponse. Nous ne savons toujours pas ce que c'est. Oui, bonjour monsieur. Je vous téléphone pour vous informer que mon mari a vu quelque chose de tout à fait incroyable la nuit de lundi 21 au mardi 22 aux environs de 11h30. Le soir, il est rentré, il était traumatisé par ce qu'il venait de le vivre et il a vu un objet énorme avec d'immenses rayons lumineux qui l'a suivi pendant plusieurs minutes alors qu'il rentrait à la maison. Vous voyez la tombe romaine ici à droite. Oui. Là, j'ai aperçu, disons, une luminosité, mais vraiment extraordinaire. C'est vraiment clair sur le sol, comme au mois d'août, à midi, en plein soleil, comme maintenant, si vous voulez, à midi. Alors. Sur à peu près, disons, entre 2 et 3 kilomètres. C'était inimaginaire parce que quand on va être à la tombe romaine ici, enfin, passer le carrefour, si vous voulez, on voit pratiquement jusqu'à la limite d'Ambresin. Et là, on voit sur 2 km, 2 km 500. Et là, je vous jure, vous auriez ramassé une aiguille disons, sur le sol, ils viennent clarté inimaginable. Inimaginable. Une fois que le phénomène lumineux s'est présenté, il n'y a pas eu de perturbation à votre moteur, aucune. Les phares non plus. Très bien. Et alors, le phénomène lumineux s'est déplacé à la même allure que votre voiture. À la même allure que la mienne. Hein. Et volait, disons, à la même vitesse que moi. Quand vous vous êtes arrêté, ça s'est arrêté aussi. Vous redémarrez, ça redémarre. Quand j'ai repris ici le virage, ici à gauche, l'engin est parti vers la direction d'Ambresin. L'engin est passé au-dessus des peupliers, je précise bien, et est revenu directement du bon où vous voyez, disons, après la clôture, quoi, au petit virage que vous voyez ici à 80 mètres. Hein. Directement se stabiliser directement au-dessus de mon véhicule. C'est là qu'à ce moment-là que j'ai eu très peur. Je vous le cache pas. En rentrant chez moi, quand j'ai stationné ma voiture, j'avais la clé en main. Je n'ai pas pu ouvrir la porte, j'ai dû taper sur la porte. J'ai entendu tambouriner sur la porte. Je me suis demandé, tiens, qu'est-ce qui se passe? D'habitude, il a une clé, il rentre à son aise. Moi, je me suis précipitée pour voir ce qu'il y avait. Je me dis, est-ce qu'il y a eu un accident ou pas? Alors, il est rentré en me disant, vite, 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 Minouche, il y a quelque chose qui nous suit depuis tout un temps. J'ai une peur. Grâce à cette archive, on comprend comment les enquêteurs de la SOBEPS travaillaient sur le terrain à la rencontre des témoins de la grande vague d'observation d'objets volants non identifiés en Belgique en 1989. Une vague célèbre pour ses signalements d'ovnis de forme triangulaire. Le but premier, c'est d'abord de récolter l'information et qu'elle ne se perde surtout pas. Ça, c'est le plus important à mon avis, c'est de rencontrer le témoin le plus rapidement possible et de collecter le maximum de données sur le terrain en compagnie du témoin, donc comme nous l'avons fait dans le cas ici du témoignage de M. Massard.
Une fois que tout le travail sur le terrain est terminé, l'enquête n'est pas finie. C'est alors que nous devons continuer, donc notamment la rédaction du rapport et d'autres vérifications qui doivent se faire alors, cette fois, à une table de travail. La SOBEPS était la Société belge d'études des phénomènes spatiaux, une association de passionnés d'ufologie. 3 de ses membres les plus importants, qui étaient au cœur des événements lors de cette fameuse vague d'ovnis triangulaires, se rappellent cette période incroyable au micro d'une équipe de la RTBF. Ces interviews ont été réalisées il y a 15 ans. Elles sont pour la première fois diffusées dans leur intégralité. Alors, M. Bougard, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est la SOBEPS ? C'est une ASBL qui s'est créée en 1972. Michel Bougard, président de la SOBEPS. Qui avait comme objectif l'étude et la récolte des témoignages sur les phénomènes dits ovnis, c'est-à-dire tout témoignage d'objets volants non identifiés ou en tout cas pas identifiables aisément au départ. Notre projet était triple, il y était à la fois la récolte des témoignages, les enquêtes qui concernent à faire un peu de tri pour voir un petit peu si nous ne pouvons pas expliquer ce que les gens observaient. Et un autre volet était de mettre en chantier des études sur le reliquat des phénomènes non expliqués. Et un troisième aspect était de faire connaître au public les résultats de nos recherches et de montrer qu'il y avait effectivement une question qui, à l'heure actuelle, n'a toujours pas été résolue. Il n'existait pas d'association en Belgique digne de ce nom, qui est une envergure nationale, disons. Lucien Clerbeau, fondateur de la SOBEPS. Pas d'organisation structurée, des enquêteurs. Et si le phénomène est réellement représenté par un certain nombre de témoignages dont le contenu semble vraiment original et interpelle, ça méritait quand même une approche sérieuse, méthodique, scientifique, la plus scientifique possible, puisque la science est en principe la seule méthode qui puisse nous permettre d'être certains de quelque chose. Donc je me suis dit, bon, il fallait créer une organisation, une association, c'est ce que j'ai fait avec des amis de la SOBEPS, Patrick Ferrin. Et puis, bon, très vite, beaucoup de monde nous a rejoints parce que nous avions une volonté de faire les choses objectivement et sérieusement. En 1989, après 17 années d'existence, la SOBEPS était sur le point de cesser ses activités. Pas assez de témoignages, pas assez d'observations d'objets volants non identifiés en Belgique. Mais le 29 novembre 1989, tout va changer. Brusquement, des ovnis triangulaires envahissent le ciel de Penn. À 17h24, en arrivant au lieu du Libermé, à droite, au-dessus d'une prairie, nous avons vu un gros engin en l'air, qu'on aura pu identifier, mais avec des puissants phares dirigés vers le sol. On aurait presque dit un grand avion en forme de triangle. Et il se trouvait à quelle hauteur? Quasiment 200-300 mètres d'altitude. Cette nuit-là, il y a des témoignages partout dans la région de Penn. Dans la périphérie de Penn, beaucoup plus loin, et ça s'étale sur une dizaine de kilomètres, ça certainement. Patrick Ferrin, cofondateur de la SOBEPS. Et là, on a une masse de témoignages qui est quand même assez cohérente dans les descriptions. Il y a des variantes, bien sûr, parce que moi, je pense qu'il est fort possible que des témoins ou des groupes de témoins ont observé probablement le même objet, mais présentant des phases lumineuses différentes. Certains l'ont vu par en dessous, d'autres l'ont vu de profil, d'autres l'ont vu de côté. Certains ont eu le privilège de le voir par au-dessus, parce qu'ils étaient sur un point de relief assez élevé, et l'objet, à un moment donné, a plongé dans la vallée ou plus bas que le niveau des observateurs, et ont pu voir ce qui se passait au-dessus. Nous avons les 2 gendarmes qui ont véritablement déclenché les premières observations, M. Nicole et M. Von Montigny, qui, à un moment donné, pendant qu'ils observaient un objet qui stationnait au-dessus du barrage de la Gilep, ont eu l'occasion d'en voir un deuxième qui est sorti d'un rideau d'arbres sur leur côté. L'objet est passé au-dessus du rideau d'arbres et, à un moment donné, s'est incliné brièvement vers eux et ils ont eu l'occasion de voir une coupole éclairée au-dessus de l'objet. Donc il y a différentes phases, différents moments qui ont été observés
de positions différentes par des témoins qui rapportent des détails différents. Mais si on met tout ça ensemble, on a un portrait robot qui est assez proche du fameux triangle que tout le monde décrit avec des coins cassés ou des coins arrondis et les 3 grandes surfaces lumineuses en dessous et quelque chose de ce qu'on appelle un gyrophare, qui décrit comme étant un gyrophare orange au centre, ou une luminosité rouge, rougeâtre, qui parfois quitte l'objet et a une évolution indépendante de l'objet lui-même. Et il y a toute une série d'éléments qui ne peuvent avoir été rapportés que par des témoins qui se trouvaient à proximité. Donc là, on ne peut pas dire que ce sont des témoins qui ont été abusés parce que le phénomène se trouvait à des centaines de mètres d'eux. Ils n'auraient pas pu à ce moment-là rapporter une série de détails, une série de caractéristiques bien précises qui ne collent pas du tout avec ce qu'on peut observer si on observe un engin ordinaire. À peu près à hauteur de l'antenne du bureau de police, j'ai vu un engin avec 2 phares devant, une lumière excessivement vive, blanche. Et alors on voyait très bien les hublots. Je ne saurais pas dire le nombre, mais c'était assez impressionnant, 5, 6 ou encore plus. Puis il y avait 3 phares, 2 devant, avec une lumière excessivement vive, 2 devant, 1 derrière. En dessous, je dirais presque au centre du triangle, il y avait un phare clignotant orange. Et derrière, c'était plutôt arrondi. Ça démarre brutalement et avec un phénomène qui est décrit comme des objets énormes, triangulaires, quasi silencieux, faisant souvent des vols stationnaires ou des vitesses très inférieures, très en deçà de la vitesse minimale des avions. Moins de 300 km/h par exemple, en général. Le F-117, le stealth américain, ne peut pas voler en dessous de 370 km/h, où il n'a plus de portant sur l'air, il s'écrase. Or, ici, on a affaire à une multitude de témoignages de gens qui disent on a fait des engins quasi silencieux, qui s'arrêtent, qui font des vols stationnaires, qui se relèvent, toutes sortes de caractéristiques de vol, apparemment, à première vue, incompatibles avec un engin artificiel humain connu. Donc, le phénomène semblait original. Alors généralement, les ufologues enquêtent sur des cas qui se sont déjà produits. Vous, à la SOBEPS, vous avez pu vivre les événements en direct. Vous êtes peut-être la seule association ufologique au monde qui a pu vivre une vague d'OVNI, peut-être une des plus importantes de la planète, en live, on va dire. C'est tout à fait vrai. Les circonstances géographiques expliquent, je pense, cette chance que nous avons eue de pouvoir, entre l'automne 1989 et le printemps 1991, de pouvoir vivre effectivement au jour le jour et en direct des événements ufologiques particulièrement importants pour la Belgique, de pouvoir intervenir malheureusement toujours après coup, parce que ça reste un des gros points noirs, je dirais, de la recherche ufologique, c'est que nous sommes malheureusement pour l'instant des chercheurs qui interrogent des témoins après que les événements se soient produits. Donc même si nous avons vécu les événements en live, nous n'avons pas pu les investiguer au moment où ils se déroulaient, et nous n'avons donc pas de mesures, de documents définitivement probants. J'ai récolté à peu près une 60aine de séquences vidéo et à peu près autant de photographies, mais qui malheureusement constituent une base de données sur laquelle on ne peut pas travailler parce que les documents sont de très mauvaise qualité, hélas. Et c'est dû à quoi, ça ? C'est dû au fait que la plupart du temps, les témoins filmaient des phénomènes lumineux sous un ciel nocturne. C'est pas simple à photographier. Et les documents vidéo sont de mauvaise qualité parce que les gens sont peu habitués à filmer ce genre de choses. Surtout à l'époque, il y avait très peu de caméras vidéo. C'était pas répandu comme maintenant. Et c'est principalement en automatique. L'appareil fonctionne en autofocus. Donc on a une succession d'images où c'est zoom in, zoom out constamment, c'est défocalisé et ça ne donne que des petits points lumineux avec lesquels on ne peut absolument rien faire. On ne peut pas travailler sur ce genre de matériel-là. Je vois pas la forme, hein. Je vois juste les 3 lumières blanches, ça, et une lampe rouge clignotante. Je me dis, tu vas quand même sortir de la voiture pour un peu voir ça. Et il passe au-dessus de moi. Au-dessus, vraiment au-dessus de moi. Le gyrophare rouge qui quitte l'engin, qui revient, on est en pleine science-fiction. Qu'est-ce que c'est ? Je crois que c'est important d'essayer de tout mettre en œuvre pour comprendre
ce qui se passe. Mais s'il n'y a pas de dossier qui se constitue, comme nous l'avons fait, cette vague serait passée inaperçue. Et ça, j'estime que c'est grave. Bonjour, Clerbeau, ici de la SOBEPS. Vous pouvez me consacrer quelques instants? C'est sur la face B. Oui. Il y en avait qui clignotaient, d'autres qui étaient allumés non-stop. Et tout d'un coup, mais ça a pris un quart de seconde, il n'y a plus ni le réacteur ni les lumières. Tout ça s'est coupé, alors qu'ils n'étaient pas très loin de nous. Ce qui saute aux yeux quand on s'intéresse au témoignage ou quand on s'intéresse à la vague belge, c'est que le phénomène, on a l'impression qu'il veut se faire voir, mais que d'un autre côté, il est totalement insaisissable. Ah, vous avez fait une remarque excessivement pertinente. C'est effectivement des grandes caractéristiques, non seulement, je dirais, de la vague belge, mais du phénomène OVNI en général. Michel Bougard, président de la SOBEPS. Ce caractère ostensible, dans la plupart des grandes journées d'observation, et même dans des cas plus isolés, c'est un phénomène qui ne se cache pas, qui est parfaitement visible, des lumières absolument sensationnelles à voir, une évolution qui est souvent décrite comme majestueuse, très lente. Donc le phénomène se montre, mais il reste insaisissable. Il apparaît brutalement quelque part, il va se manifester pendant quelquefois plusieurs minutes, et puis il va disparaître brutalement également. Tout à fait insaisissable, aucun moyen, sinon des photographies, mais on sait le crédit qu'on peut parfois leur attribuer, et nous avons donc un phénomène que nous ne pouvons pas appréhender avec les outils habituels que les scientifiques utilisent. Nous ne pouvons pas le bloquer, nous ne pouvons pas le fixer et pouvoir lui faire subir finalement ce que nous avons envie de lui faire subir. Il nous échappe. Et si on sort des frontières de la Belgique et qu'on retourne un peu dans le passé et qu'on voit qu'il y a eu d'autres vagues d'OVNI, évidemment, depuis plusieurs années, au début du siècle par exemple, aux États-Unis, il y a eu la fameuse vague des airships. Les gens sont sans doute de bonne foi aussi à cette époque-là, mais ils voient des espèces de dirigeables un peu plus perfectionnés que ce qu'ils connaissent. Et en Belgique, on a l'impression que c'est pareil. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas, mais qui ne semble pas non plus si Star Trek ou science-fiction que cela. On a l'impression que c'est quelque chose qu'on ne connaît pas, mais qu'on pourrait peut-être connaître. Bon, comme vous dites, c'est peut-être seulement une impression, mais le fait est que quand on prend maintenant un peu de recul sur ce type d'événements, on constate, c'est vrai, comme vous venez de le dire, que ce qui nous est montré, là, vous voyez, je fais déjà un pas dans peut-être une des hypothèses possibles, en tout cas, ce que l'on voit, ce qui est décrit par le témoin, est toujours quelque chose qui est en dehors de la technologie du moment où l'observation se fait, légèrement en avance, mais jamais trop pour rentrer dans le domaine de la science-fiction. Ce sont des dirigeables que l'on observe à la fin du 19e siècle, alors qu'ils vont seulement être capables de voler au début du 20e. Et ce que l'on vient de nous décrire ici en Belgique il y a 15 ou 20 ans, eh bien, nous ne le voyons pas encore dans le ciel pour l'instant. Nous n'avons pas encore d'objet capable d'avoir ce genre de performance. Mais peut-être que ça viendra. Donc, il y a effectivement toujours un léger décalage entre la technologie qui nous est montrée par les ovnis et la technologie terrestre de l'époque. Pas mal de scientifiques, spontanément, nous ont rejoints dans notre travail. Lucien Clerbeau, fondateur de la SOBEPS. Et ça, c'est important parce que sans l'appui des scientifiques, je ne vois pas ce qu'on aurait pu faire de plus que de constituer des dossiers s'ils n'ont pas un prolongement d'analyse, d'études, au niveau de ce qui est scientifiquement analysable éventuellement. Bien que, on dit toujours, au fond, le témoignage humain n'a aucune valeur puisqu'il est interprétable et qu'il n'y a pas de mesure enregistrée, scientifiquement analysable. Je suis d'accord. Mais en justice, quand vous avez 5 témoins d'un accident de voiture, le problème est le même. L'accident de voiture, il a bien eu lieu. Il y a bien eu des dégâts. Et par bribes et morceaux, certains témoins ont vu certaines parties de cet accident. Et donc on essaye, en justice, de se servir de ça pour éclairer le problème, mais pour délimiter les responsabilités. Bon, au fond, on a fait la même chose, du recueil d'informations au niveau de témoignages. Il n'y avait que nous, en Belgique, pour recueillir cette information. Monsieur Brennick, pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous vous êtes, en tant que scientifique, intéressé au phénomène OVNI? Ça a débuté avec le début de la vague belge, fin 1989. Léon Brennick, professeur de physique à l'Université libre de Bruxelles, membre de la SOBEPS. J'ai appris par la radio, c'était la RTB,
qu'en fait, il y avait des observations faites par des gens dignes de foi, comme les gendarmes de Eupen, par exemple, plus toute une série d'autres témoignages convergents avec ce qu'ils avaient vu durant la même soirée. Et ce qu'ils décrivaient, c'était un ou des engins qui avaient l'air artificiels, n'étaient pas des phénomènes naturels, et qui avaient des capacités de vol tout à fait étonnantes, en tout cas pour un physicien. C'était des objets de grande dimension, une trentaine de mètres d'envergure, si pas plus, qui étaient capables de vol stationnaire, à basse altitude, silencieux et sans effet de souffle vers le bas, alors que les témoins, les gendarmes par exemple, auraient dû sentir un tel souffle, vu la distance à laquelle ils se trouvaient et le fait qu'ils étaient pratiquement en dessous de l'engin. Donc un physicien devait se poser la question, mais quitte à arriver à la conclusion que c'est un prototype d'une armée quelconque. Première hypothèse envisagée, je pense que dès les premières heures, lorsque nous avons été informés des événements qui s'étaient déroulés à Eupen, nous avions un peu le sentiment que la plupart des gens avaient probablement vu un prototype. Patrick Ferrin, cofondateur de la SOBEPS. Et on s'est demandé qu'est-ce qui peut amener les gens à fournir des témoignages tels que ceux que nous récoltons. Qu'est-ce qu'ils ont pu voir qui pourrait correspondre à ça? Et on a cherché dans ce domaine-là. On n'a pas trouvé, parce que les témoins nous amènent toute une série de caractéristiques, toute une série d'indices d'étrangeté que nous ne pouvons qu'avec grande difficulté raccrocher à des choses connues, dans le domaine de l'aéronautique commune, je vais dire. Si c'était un prototype, il était utilisé dans des conditions un peu bizarres pour un prototype, au vu et au su de toute la population, sans se cacher. C'est un prototype secret, ou même un prototype non secret. C'est toujours dangereux de faire voler un prototype, il y a toujours un danger. Et on ne le fait pas voler au-dessus d'une église ou d'un village, etc. Hier soir, j'ai observé dans la région de Bièvre 2 phénomènes lumineux. Le premier était composé d'une immense coupole de couleur orange. Un phénomène rouge a commencé à se manifester. C'est tout. On a pensé très vite à des plus légers clairs. Donc c'est la catégorie dirigeable. Il y a même des engins un peu curieux qui sont annoncés dans des revues spécialisées, en cherchant un petit peu, qui sont des hybrides, des engins qui allient la technologie du dirigeable avec des engins à structure rigide, etc. Seulement, il faut savoir qu'il y a énormément de dessins, il y a énormément de projets, mais qu'on n'a jamais vu évoluer nulle part, finalement. Il y a des très grosses sociétés qui ont engagé des capitaux énormes, des sociétés comme Westinghouse, comme General Electric, comme Dunlop à l'époque, etc., pour développer des dirigeables qui servent notamment à la surveillance du territoire américain. Il y a des sociétés qui ont développé des projets gigantesques, qui avaient des ambitions un peu pharaoniques. Ça a donné lieu à des engins tout à fait extravagants, mais qu'on n'a jamais vu voler. D'autre part, s'il y avait eu à l'époque des engins qui étaient des prototypes de dirigeables semi-rigides, donc hybrides, on devrait actuellement voir ces engins utilisés de manière courante. Pour le transport de fret, par exemple. C'est des engins qui peuvent faire, disons, qui peuvent arriver jusqu'à 300 km/h. On se dit que ça serait beaucoup meilleur marché, surtout à une époque où le fuel devient très très cher, de pouvoir, disons, compenser une partie de l'énergie qui sert à maintenir l'avion en l'air par le fait d'être un plus léger clair. Donc ça devrait être utilisé. Or, on n'en voit aucun. Donc c'est, à mon avis, très 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 peu vraisemblable. Je me suis retrouvée face à face avec un ovni. Donc un grand appareil avec des gros phares et qui restait stationnaire et dont moi, par peur, j'ai fait demi-tour tellement que c'était impressionnant à voir. Alors, je vous téléphone par plusieurs intermédiaires. Donc, j'ai téléphoné à la gendarmerie et à l'observatoire d'Uccle. Et c'est là qu'ils m'ont autorisé de vous téléphoner afin de vous communiquer l'affaire que j'ai eue hier soir.
Donc si vous voulez me contacter... La SOBEPS, hein. D'accord. J'ai repris la communication. En éliminant les unes après les autres les hypothèses qui ont été formulées, on peut toujours essayer d'en trouver d'autres. Bon, c'est l'esprit qui essaie de réduire, comme on le dit en science, un phénomène à des choses qui sont connues. Michel Bougard, président de la SOBEPS. On réduit l'inconnu à du connu. Et c'est une saine façon de travailler et de penser. Mais quand on a épuisé, je dirais, toutes les hypothèses réductrices, il faut faire preuve aussi parfois d'un peu d'imagination. Ça aussi, c'est la démarche du scientifique. C'est qu'une fois qu'il en est réduit à se rendre compte qu'il bute toujours sur des choses qui sont impossibles, il doit élargir maintenant son champ un petit peu de réflexion et songer à autre chose. Bon. Et c'est là qu'il faut faire preuve d'audace. Et donc parfois oser dire les choses. Et vous savez que dans le cadre du phénomène OVNI, une des hypothèses, c'est d'imaginer que ces phénomènes ont une origine extérieure à la Terre, que ce ne sont pas des phénomènes d'origine humaine ni naturelle, que nous serions depuis pas mal de temps sans doute visités par des intelligences extraterrestres. Alors, nous n'avons évidemment aucune preuve pour affirmer qu'il en est bien ainsi. Hein. Simplement, ce type d'idée qui était encore jugée complètement marginale et dont on riait il y a 20 ans, aujourd'hui, ma foi, on la regarde autrement. Depuis une dizaine d'années, on a découvert que dans l'univers, il y avait peut-être bien d'autres systèmes solaires comme le nôtre, alors que certains les niaient encore il y a 10 ans, qu'on est en train de découvrir une flopée de planètes qui se trouvent dans l'univers parfois pas très lointain, et que probablement dans les mois, et sans doute en tout cas certainement dans les années à venir, on va découvrir dans l'univers d'autres terres, d'autres planètes du même style que la nôtre, ayant probablement les mêmes conditions pour que la vie puisse y être apparue. Rappelons que ces interviews ont été réalisées il y a 15 ans. Les découvertes récentes concernant des planètes pouvant abriter la vie donnent entièrement raison à Michel Bougard. Mais de là à dire à ce qu'ils viennent nous voir, le pas est presque infranchissable. Il est d'abord difficile à faire sur le plan strictement scientifique. Il est probablement encore beaucoup plus difficile de le faire sur le plan purement intellectuel. Nous sommes des gens qui vivons dans un univers. Nous avons déjà du mal à considérer la Terre comme étant un tout. Vous voyez un petit peu tout ce qui peut se passer au niveau des réflexions en matière de pollution et de gestion de notre planète. Nous avons déjà bien du mal à la considérer comme étant effectivement un tout. Nous nous contentons de notre petit coin localement. Donc imaginez que nous puissions être un pion, un élément dans un univers beaucoup plus vaste. Sur le plan intellectuel, c'est une révolution colossale, bien plus importante que la révolution copernicienne au XVIe siècle, où subitement la Terre, qui était le centre du monde, est devenue tout simplement une planète tournant autour d'un soleil. C'était déjà en soi une révolution. Il y en a une autre maintenant à faire. Le temps et les découvertes et tout ce qui permettra une étude plus approfondie, peut-être des phénomènes OVNI qu'on néglige, parce qu'on s'intéresse beaucoup à travers des programmes tels que SETI à la recherche de la vie extraterrestre, mais peut-être qu'ils sont chez nous depuis très longtemps, en fin de compte. La vague se déclare en novembre 89. Lucien Clerbeau, fondateur de la SOBEPS. Et là où nous sommes véritablement asphyxiés par le nombre de témoins qui font surface. La SOBEPS avait déjà une certaine crédibilité auprès des médias et d'un certain nombre de scientifiques, mais pas la crédibilité que nous avons obtenue par après avec la masse de témoignages qui nous est arrivée. Et c'est là que nous aurons pu porter notre action de manière beaucoup plus nationale, je dirais, en informant et l'entièreté du public, parce que c'est quand même un premier rôle. Il ne s'agit pas de recueillir des témoignages, de constituer des dossiers de 20 000 pages de rapports d'enquête sur la seule vague de 89-91, pour le plaisir de recueillir de l'information et garder ça sous le boisseau. On est là pour informer le public aussi. Il faisait noir à 11h10 du soir, on était sur la route et moi j'ai vu une masse noire tout d'abord. J'ai eu tellement peur qu'il allait descendre sur la voiture et quand il a vu les phares, qu'il était si près de nous, il a fait demi-tour. Qu'est-ce qui, 17 ans plus tard, vous paraît toujours aussi intriguant,
inexplicable? Ou alors est-ce que vous avez des explications, des hypothèses? Le tableau qui ressort, disons, de ce que j'ai vu, de ce que nous avons vu ensemble, c'est qu'il est certain que les différents témoins, il y en a eu beaucoup, ont vu un objet matériel. Léon Brennig, professeur de physique à l'Université libre de Bruxelles, membre de la SOBEPS. Et que ça n'était pas une hallucination collective. Ça, c'est la première chose à éliminer. Hein. J'ai essayé de procéder avec le rasoir d'Occam, hein, d'éliminer les hypothèses en partant des hypothèses les plus immédiates, comme l'hallucination collective, à partir de quelques confusions avec des avions vus sous des angles un peu bizarres la nuit, avec des éclairages inhabituels, etc. Et donc, j'ai éliminé progressivement tout ça, partout par le travail qu'on a fait à la SOBEPS, disons les différents témoignages qu'on a recueillis, les campagnes d'observation, etc. Et donc j'arrive à la conclusion que c'était un ou certainement plusieurs objets matériels, que ces objets matériels n'étaient pas des phénomènes naturels, donc ce sont des engins construits, et qu'ils ont des capacités de vol, comme je le disais juste avant, tout à fait étonnantes et peu explicables ou pas du tout explicables avec les moyens scientifiques et techniques que nous avons actuellement. À moins que quelque chose d'extraordinaire soit resté caché depuis les années 89 jusque maintenant. Il est même presque impossible de prouver que c'était matériel. Un scientifique sceptique pourra vous dire qu'il me faudra un morceau de l'engin ou qu'il ait interagi avec l'environnement, qu'il ait atterri, laissé des traces, etc. Or, ça n'a jamais été le cas en Belgique. Non, il n'y a pas eu d'atterrissage, il n'y a pas eu, jusqu'à présent, dans la vague belge en tout cas, d'effets électromagnétiques sur les circuits de voiture. Et personne n'a touché un engin, il n'y a pas eu apparemment d'atterrissage, rien de tout ça. Mais je suis d'accord, nous n'avons que nos yeux pour voir un engin, mais quand on voit les avions, nous n'avons aussi que nos yeux. Ça ne nous empêche pas de les décrire. On sait que c'est le produit de technologie. Pourquoi? Parce que dans notre référentiel, dans notre tête, nous avons tous vu des avions de près, ou dans les JT, ou dans n'importe quelle émission. On sait ce que c'est. Là, on a affaire à quelque chose, on ne sait pas ce que c'est. Donc, l'homme se trouve devant un problème. Comment décrire ce que j'ai vu? Qui apparemment, je n'ai pas de référence pour l'expliquer, je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas à quoi le comparer. C'est quelque chose d'original. Et quand l'homme doit décrire quelque chose qui, en principe, d'après lui, n'existe pas parce qu'il ne connaît rien de comparable, parce qu'il a peur du ridicule, et il a peur de le dire à un ami, à son père ou à sa sœur. Je me suis retrouvée face à face avec un ovni. J'ai vu un engin avec deux phares. J'étais en compagnie de ma fille. Avant de marquer le stop, j'ai vu une luminosité très très forte. Et quand j'ai dit qu'est-ce que c'est de ça, J'ai fait demi-tour. Ma femme me dit qu'est-ce que c'est ça? il n'a plus à penser. Je voyais qu'elle regardait vers là. Et il a resté sur place. J'ai accéléré le pas. On peut penser à 36 choses à ce moment-là. Donc une lumière excessivement vive, c'était tellement violent. J'ai eu tellement peur. Ça c'était incroyable. La vague d'ovnis belge de 89 est unique au monde. Par sa durée, 18 mois, par le nombre de témoignages recueillis, plus de 2000, par la forme de ces objets volants non identifiés, des grandes plateformes triangulaires. Mais elle est aussi unique par la richesse de certaines journées, où l'OVNI est signalé de très nombreuses fois, à tel point qu'on peut parfois suivre tout son trajet, presque minute par minute, grâce au recoupement des témoignages. Une des grandes caractéristiques de la vague belge, c'est le fait qu'il y a eu des soirées particulièrement exceptionnelles d'observation. Une des grandes journées, à part celle du 29 novembre 1989, c'est celle du 11 décembre 89. Alors ces soirées démarrent dans la région d'Esneux, vers 17h25. Les témoins qui croient d'abord voir un hélicoptère observent une structure plutôt en forme de coupole avec de grands panneaux lumineux. Et c'est un objet qui se dirige vers le nord et on va effectivement trouver des témoins un peu plus au nord ici, à Tilf, quelques minutes plus tard. On va également trouver des témoignages du côté de Troo. Tous ces témoins observent donc le même type d'objet vers 17h25, 17h35. Et puis pendant quasiment une demi-heure, nous n'avons plus aucun témoignage. Et nous allons passer complètement à l'ouest
ici dans la région de la Louvière, où à 18h, on va retrouver plusieurs témoins qui observent une structure triangulaire avec les fameux 3 grandes zones éclairées dans chacun des coins et ce qu'ils appellent un gyrophare, une lumière rouge pulsante au centre. 18h, le phénomène se dirige vers l'est et effectivement, nous allons trouver un autre groupe de témoins dans la région de Morlanway et Saint-Paul où entre 18h et 18h10, on va observer à nouveau une structure triangulaire, toujours équipée des mêmes feux. On parle là de d'un feu rouge clignotant, mais également faisant des mouvements de va-et-vient. Cette structure est décrite comme étant particulièrement majestueuse, silencieuse, alors que les gens de la Louvière prétendent avoir entendu un petit sifflement. Et cet objet se dirige alors vers le nord. Un quart d'heure plus tard, 18h25, on retrouve effectivement le phénomène à hauteur de Senef. Là, les témoins observent un objet qui est parfaitement immobile, 2 grands feux lumineux. Entre ces feux lumineux, à nouveau, les fameux rectangles éclairés, comme une demi-heure plutôt à Esneux. L'objet reste immobile, il en sort un puissant feu lumineux qui éclaire le sol, il bascule et puis il se dirige vers le sud-est en direction de l'autoroute E10. Il est à ce moment-là aux environs de 18h35 probablement. Nous avons d'autres témoins à jumer, mais les plus importants, c'est ici dans la région de Sambreville puis de Gemep-sur-Sambre qu'on va les trouver. Eh bien, l'observation a débuté parce que mon mari m'a demandé de regarder ce que je voyais en l'air, parce qu'il observait un engin depuis pas mal de temps. Donc j'ai regardé également, et puis j'ai vu une masse au-dessus de ces 2 maisons, assez sombre, avec 3 points lumineux jaunes. Et ça a été très rapide, j'ai observé, et puis j'ai vu une grappe, comme une grappe d'ampoules rouges qui sortait de l'appareil, il me semble du milieu, et qui se dirigeait vers la voiture de mon côté. Donc j'ai dit à mon mari qu'il fasse attention, parce que j'ai eu peur, j'ai même crié « Attention, ça fonce vers nous ». Et aussitôt, il a freiné un petit peu, et puis ça a fait demi-tour et c'est rentré dans l'appareil. Moi, j'ai vraiment eu l'impression que c'était comme une détection qui venait vers nous, mais c'est mon impression personnelle, c'est tout. Je n'en croyais pas mes yeux, j'étais vraiment étonnée et très attirée à regarder. Et vous estimez la distance de cette grappe à combien quand elle s'est approchée de votre voiture? À 3-4 mètres. Aussi près? Oui. Là, il est entre 18h30 et 18h45. Fin du témoignage à Gemep. 18h45, 18h50, quasiment au même moment, ou à quelques minutes plus tard en tout cas, un autre témoignage capital de cette soirée du 11 décembre. Nous sommes cette fois-ci à Ernage. Il y a, je pense, une bonne dizaine de kilomètres. Je crois que c'est 16 kilomètres entre Gemep et Ernage. Ernage, 18h45, 18h50. C'est la fameuse observation du lieutenant-colonel Hamon. Alors, je m'avance dans le chemin qui mène vers Sarre-Ernage. Et à hauteur de la bande téléphonique ici, j'observe un objet volant sur ma droite là-bas, constitué par 3 panneaux, un feu pulsant rouge en dessous, quoi. Et il vient direction générale des antennes de mêlerie et il se dirige vers le coin du bois qui se trouve droit devant nous là-bas. Et l'observation jusqu'à ce qu'il aille derrière le bois là-bas devant nous, combien de temps? Alors le temps, j'essaye de meubler le temps maintenant, hein, parce que disons il se déplace très lentement. Et avec mon épouse, je suis resté au moins 30 secondes, une bonne trentaine de secondes ici à l'observer, immobile. Ah oui. Immobile. Alors il est arrivé à hauteur du bosquet là-bas, à la fin du bosquet qui se trouve, disons ici, à 200 mètres, 300 mètres devant nous. Et alors là, je me suis dit, attention, il va passer derrière le bois et je vais le perdre. Et j'ai redémarré à ce moment-là, au bout de 30-40 secondes. J'ai redémarré. Et tout en roulant,
j'ai continué à l'observer. C'est ainsi que je l'ai vu passer, tout doucement, devant nous. Il sort du coin là-bas du bois. Voilà, et continue sa trajectoire rectiligne jusqu'à hauteur, maintenant, des éoliennes là-bas, qui n'existaient pas à ce moment-là, bien entendu. Il continue, et alors, à partir dans cette direction-ci, c'est à ce moment-là qu'il se dirige vers nous. Alors, il se dirige vers nous, avec son gros phare. Mon épouse ouvre sa fenêtre et me dit « André, maintenant, rentre, reviens ». Je suis remonté à la voiture. J'ai continué à observer l'engin qui venait vers nous, avec son gros phare de lumière blanche. Et à ce moment-là, il a fait son looping. On a vu le ventre de l'engin, 3 feux, et à nouveau le gyrophare, enfin, le feu pulsant rouge au milieu. Il s'est restabilisé, il s'est dirigé direction son rêve par là, et en 2-3 secondes, il a démarré, il est parti. Et votre impression à ce moment-là? C'était une appréhension, oui. Une appréhension. Alors, soit qu'on interprète ça comme une menace de l'engin, dans mon fort intérieur, soit que c'est une menace, soit que c'est une curiosité. Parce que, selon vous, quand on vous entend parler, vous semblez dire qu'il y avait une intelligence là-dedans. C'est comme on s'est toujours dit. Il y avait une présence, il y avait une présence dans... Ça, c'est l'intérieur. À cause de la manœuvre de l'objet. Oui, c'était trop flagrant. C'est comme s'il se rapprochait pour pouvoir voir qu'est-ce qui se passait ici avec ma voiture qui s'était arrêtée, avec mes phares étaient là. J'ai arrêté simplement le moteur et mes phares étaient encore allumés. Et j'ai l'impression qu'il est venu voir ce qui se passait. C'est l'impression. Moi, j'ai l'impression qu'il y avait une intelligence là-dedans. Observation capitale, parce qu'elle est faite par quelqu'un qui connaît bien les phénomènes aériens, qui voit un objet venir du nord, effectuer toute une boucle ici, au-dessus de la région, et qui repart vers le sud. Les formes décrites sont tout à fait cohérentes avec ce qui est observé quelques minutes plus tôt à d'autres endroits. L'objet donc d'Ernage part vers le sud, et nous allons effectivement retrouver un peu plus tard, c'est-à-dire vers 19h ici à Suarlé, 19h10 un peu plus tard à Malone, le même type d'objet, le fameux grand triangle avec ces 3 zones éclairées et cette lumière pulsante rouge au centre. À Malone, les témoins voient l'objet se diriger plutôt vers le nord-ouest et nous avons des témoignages à Spie vers 19h15 qui sont tout à fait cohérents dans la chronologie, en tout cas des événements, avec ce que les témoins de Malone et de Suarlé avaient décrit. À ce moment-là, un nouveau bond, pourrait-on dire, dans l'espace, puisque nous allons quitter les parages immédiats de l'autoroute et nous partons à Fortville, où, entre 19h15 et 19h30, selon l'enquête, on a un nouveau témoignage intéressant. Le témoin roule en voiture et il voit, venant plutôt du sud-ouest, 3 puissantes lumières qui éclairent le sol. C'est une route qui est en race campagne. Le témoin va se faire survoler par cette structure qui se déplace très lentement et on va retrouver la fameuse lumière rouge pulsante au centre de cet objet. Fortville, nous sommes à 19h30. À quelques minutes près, nous allons voir le dernier témoignage dans la région. Nous revenons là à hauteur de l'échangeur de Dossou. Et là, on a un témoignage également intéressant. Et Émile Dossou, la personne qui relate, ils sont plusieurs témoins, mais un des témoins est un pilote de planeur. Il prend là aussi le phénomène qu'il observe d'abord pour un hélicoptère, mais il se rend compte, par le fait qu'il reste immobile, par le fait aussi qu'il va basculer à un moment donné avant de partir vers Champon, puis en direction de Liège, que ça ne peut pas être un hélicoptère. Il est 19h30, et à nouveau, pendant une demi-heure, nous n'avons plus aucun témoignage. Et nous retrouvons, une demi-heure plus tard, au nord-est du dernier témoignage, ici dans la région de Blény, vers 20h, donc plusieurs témoins qui vont décrire l'évolution d'un objet qui va effectuer, au-dessus du plateau de Herve, toute une série d'évolutions. Voilà, en gros, la chronologie de ces événements de la soirée du 11 décembre. C'était vraiment interpellant. Léon Brenning, professeur de physique à l'Université libre de Bruxelles, membre de la SOBEPS. Depuis le début, je suis dans une phase d'oscillation régulière entre un état où je me dis mais c'est incroyable, c'est pas possible que ça ne soit, que ça n'existe pas, étant donné qu'il y a tellement de témoins et on peut quand même pas mépriser les témoins à ce point-là.
il y a une corrélation très très forte entre tous les témoignages, et parmi ces témoignages, il y a des gendarmes, il y a des militaires, donc des gens assermentés, etc. C'est pas possible. Et j'oscille entre cet état-là et l'autre où je me dis, mais c'est pas possible. Les militaires auraient dû le voir. Les militaires auraient dû le détecter. On a quand même eu un ministre Côme, qui est venu dire à la télévision que le phénomène existait bien, mais qu'il ne fallait pas paniquer parce qu'il n'était pas menaçant. Quand on assiste à des choses pareilles, on ne peut pas changer d'avis, même après 17 ans. Et quel était, le fait qu'un ministre de la Défense vienne parler devant la population pour la calmer face à ce phénomène, pour moi, ça laisse indiquer, parce qu'il avait certainement accès à d'autres sources d'informations que nous. Je suis persuadé. C'est pas possible autrement. Notre association n'a pas de réponse. Patrick Ferrin, cofondateur de la SOBEPS. Je crois que chacun parmi nous a peut-être sa petite idée. Bien sûr, nous ne sommes qu'une ASBL, on a un groupe d'amis, on a un groupe de gens, on a des idées, chacun est libre d'avoir ses hypothèses. Mais officiellement, la SOBEPS, 18 ans plus tard, ce que nous tenons à dire, c'est que nous n'avons pas de réponse. Ni dans un sens, ni dans l'autre. Quelle que soit l'hypothèse de travail qu'on veuille privilégier, nous n'avons aucune réponse, nous n'avons aucune certitude, nous ne savons toujours pas ce que c'est. J'espère qu'un jour, on nous dévoilera peut-être un petit peu plus d'informations, peut-être venant de l'OTAN ou des Américains, ou peut-être même de l'armée belge. Je ne suis pas convaincu qu'elle ait tout dit. Même si je pense que des gens comme le colonel de Brouwer étaient des gens absolument honnêtes, intéressés, sincères, etc. C'était, à mon avis, là où il y a eu rétention d'informations, c'est à un autre niveau. Au fond, on tourne en rond. Lucien Clerbeau, fondateur de la SOBEPS. On constitue des dossiers, il n'y a pas de preuves suffisamment scientifiquement analysables. Et donc, tant qu'il n'y a pas de preuves suffisamment scientifiquement analysables, vous ne pouvez pas mettre le gouvernement ou le ministre ne peut pas mettre en place des structures parce que ça ne va jamais être voté du fait que la réalité et l'originalité du phénomène n'est pas suffisamment établie. Donc il ne peut pas y avoir de volonté politique. Mais jamais on aura suffisamment d'éléments à caractère scientifique s'il n'y a pas cette volonté politique de faire quelque chose. Voilà ce qui explique en fait pourquoi finalement des civils se chargent de ce problème dans le monde entier, mais qui finissent par avoir plus ou moins une action comme on essaie d'en avoir une en Belgique. Mais ce n'est pas suffisant pour renverser la vapeur et pour responsabiliser les autorités. Et finalement, au bout de toutes ces années, vous avez décidé d'arrêter. Nous avons décidé d'arrêter, de dissoudre l'association parce que ça fait 17 ans au-delà de la vague que nous avons tenue. La SOBEPS édite un périodique à laquelle nous abonnés, le seuil je ne veux pas dire de rentabilité, mais qui permettent à l'association de vivre est en deçà des sommes d'argent qu'il faut payer pour une revue, pour les bureaux, pour tout, et nous ne pouvons pas continuer à faire face à ça. D'autre part, nous ne voulons pas non plus. Les événements sont devenus beaucoup plus rares depuis la fin de la vague. Le phénomène continue de se produire. Il y a toujours des observations récentes, il y a 2, 3, 5, 10 cas par an d'observations rapprochées, dont le contenu est parfaitement compatible avec ce qu'on a connu pendant la vague. Mais ça ne représente pas une densité énorme d'observations qui nous aurait permis de continuer à aller plus loin. C'est-à-dire toujours dans le sens responsabilisation des autorités. Mais on ne peut pas attendre indéfiniment, encore une fois, ça ne dépend pas de nous, mais du phénomène lui-même. Si le soufflet est retombé, nous n'avons évidemment forcément plus une véritable action possible sur les choses. Et donc là, c'était en quelque sorte notre action, parce que je dis encore une fois, tout le monde a été 100% bénévole, tout ça n'a rien coûté aux citoyens, on a fait un travail gigantesque, mais tout ça, c'était pour faire avancer le problème, la compréhension des choses. Et une ASBL comme la nôtre, fût-elle scientifique, ayant des collaborations scientifiques d'éminents professeurs, etc., malgré tout, c'est évidemment de loin insuffisant pour traiter un problème de cette envergure-là. Ce sont les autorités qui doivent prendre le relais.
Mais la volonté n'y sera jamais. La volonté politique n'y sera jamais parce qu'il n'y a pas suffisamment de preuves scientifiques suffisamment fortes. Dernière question, vous pensez qu'un jour, on aura la solution, l'explication? C'est plus que probable. Michel Bougard, président de la SOBEPS. Si on voit un petit peu comment les sciences ont pu évoluer, et qu'on se réfère notamment à l'histoire des sciences, on voit que beaucoup de questions qui paraissaient d'une complexité totale, qui étaient même insolubles, qui étaient un amalgame de faits complètement disparates, quand on a proposé une explication qui était la bonne, eh bien tout ça est devenu lumineux. J'ai un exemple qui me passe par la tête, et qu'on relie d'ailleurs assez souvent au phénomène OVNI, ce sont les météorites. Pendant des siècles, on a cru que ces morceaux de cailloux qu'on trouvait dans le sol étaient probablement ce qu'on appelait des pierres de foudre. C'était le résultat de la chute de la foudre dans le sol, ou alors c'était des choses un peu mystérieuses qui étaient associées à des légendes, à toute une série de mythes. Et bon, on n'imaginait pas que des pierres pouvaient venir du ciel. Le ciel est quelque chose de parfait, il ne pouvait pas y avoir des cailloux qui venaient du ciel. Et le jour où, au tout début du 19e siècle, on a émis l'hypothèse et qu'on a pu vérifier qu'effectivement, il y avait bien la possibilité d'avoir des chutes de pierres venant traverser l'atmosphère terrestre, et bien brusquement, un ensemble de récits, de cas, de témoignages qu'on avait engrangés depuis des siècles, se sont éclairés, tout ça devenait cohérent, devenait lumineux, on avait une explication pour tout ça. Alors on peut espérer, effectivement, mais ce sera alors probablement à l'échelle de la Terre entière, puisque le phénomène OVNI, évidemment, est mondial, eh bien, que dans quelques décennies, peut-être plus tôt, peut-être plus tard, on aura une réponse, et que tous ces événements qui nous paraissent bien mystérieux encore aujourd'hui pour la vague belge, trouveront alors une explication. Mais ça doit être terriblement difficile de s'arrêter après s'être investi autant d'années et aussi fort. Oui, bien sûr, mais par la force des choses, on ne peut pas faire autrement, en espérant qu'un jour le problème évolue et que le problème évolue par lui-même et qu'il s'impose de lui-même au niveau de ses caractéristiques, de ses particularités, et que peut-être qu'un jour il s'avérera être réellement original, ce que nous avons pensé jusqu'à présent à l'examen des témoignages, mais ça, c'est une toute autre histoire. Pour conclure, vous espérez un jour quand même connaître la solution, même si c'est pas bien vous. Bien sûr, mais depuis 50 ans, toutes les personnes qui s'intéressent au problème se posent la question. Le grand public se pose la question dans tous les pays du monde. Il y a eu des émissions qui s'intéressent au problème. Les forces militaires, dans beaucoup de pays, s'intéressent. Voudraient aussi savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est et d'où ça vient. Mais on ne maîtrise pas et on ne contrôle pas les choses. Et partout, les volontés politiques sont aux abonnés absents. Donc, ça ne fera pas avancer les choses. Jusqu'au jour où le phénomène lui-même va peut-être s'imposer d'une manière plus directe, plus franche, plus ouverte, et que là, on aura un éclaircissement du problème. Vous croyez que ça arrivera, ça, un jour? Pas un problème de croyance, c'est un problème... Ça tient uniquement à la volonté du phénomène, je n'en sais rien. Mais apparemment, le phénomène, il produit une technologie, de l'intelligence, donc il y a un objectif derrière. Si c'est bien matériel et produit une technologie, donc de l'intelligence, il y a un objectif. Cet objectif, c'est quoi? On n'en sait rien. Mais est-ce que ça vient d'ailleurs ou pas? On ne sait pas. On n'en a pas de preuves scientifiquement suffisamment élaborées. Mais si c'est le cas, si ça s'avère un jour être le cas, se vérifier, à ce moment-là, ça devient évidemment peut-être le problème le plus important de l'histoire de l'humanité. Parce que pour l'instant, on a vécu très égocentriquement. 31 ans plus tard, personne n'a pu donner une explication globale satisfaisante à la vague d'OVNI belge de 1989. C'est une bataille contre du vent. Ni trace, ni indice, il n'y a plus rien. Dans le prochain épisode, OVNI, les pilotes contre-attaquent. Depuis 1947, les militaires entretiennent des relations complexes avec les OVNI. Ils les étudient, les prennent au sérieux, les tournent en ridicule, pour finalement les prendre en chasse avec leurs avions à réaction. Tous les épisodes de la série consacrée à l'histoire des OVNI sont disponibles sur Ovio ou téléchargeables sur la page podcast du site lapremière.be.